Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est en Martinique pour 3 jours. Candidat à la présidentielle, il a entamé un tour des Antilles. Il était en Guadeloupe hier et ce matin, il s'est rendu au Gros-Morne pour une visite du moulin hydroélectrique. Sophie Lenété et Dibelle Rose. J'ai un ami qui a acheté... Comme deux vieux amis, le candidat de gauche pour la présidentielle de 2022 et le propriétaire du moulin hydroélectrique du Gros-Morne entament la journée. Il est un peu plus de 10h30 ce vendredi matin et c'est donc en allant visiter un ouvrage produisant de l'énergie verte que le leader de la France insoumise commence sa campagne en Martinique. Pour Richard Exurville, cette visite est un réel choix. J'attends de lui simplement qu'il remette les pendules à l'heure. Comme plein d'hommes politiques ont déjà annoncé le plus souvent qu'ils vont faire, et absolument rien n'a été fait, que ce soit pour l'aspect naturel des Antilles et autres, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Et le combat, on le mène depuis un certain nombre de temps. Là, j'ai senti pour la première fois qu'il avait du vrai dans ce qu'il disait, parce qu'il a mis ses pieds au sol comme Mona le faisait. Il a été au niveau de la rivière la source de l'humanité et on sent que chez ce personnage-là, il y a du vrai. La délégation de Jean-Luc Mélenchon est arrivée avec son cortège de journalistes nationaux, mais pas seulement. Aux côtés du candidat à la présidentielle, Mathilde Panot. La députée du Val-de-Marne, présidente du groupe parlementaire insoumis à l'Assemblée nationale, ne manque pas d'arguments pour expliquer le choix du moulin hydroélectrique. Nous sommes très intéressés par les énergies renouvelables et le développement des énergies renouvelables. Et je crois que les Antilles, les Outre-mer dans notre pays pourraient justement être aux avant-gardes, aux avant-postes de cette bifurcation énergétique et écologique dont nous avons impérativement besoin. La visite de Jean-Luc Mélenchon va se poursuivre et aura pour point fort une rencontre avec les jeunes du quartier Volga à Fort-de-France, mais aussi avec les syndicats ou encore les élus de la CTM. Je pense qu'il avait envie de savoir ce qui se passe en Martinique et puis toucher du doigt les problématiques, comme je disais tout à l'heure, et surtout comprendre ce qui se passe au niveau de la gestion de la crise sanitaire. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, malgré sa position en faveur du vaccin anti-Covid, est venu écouter surtout, nous dit son entourage. Son meeting de demain samedi à la ferme Périne aura alors un peu des allures de jeu d'équilibriste face aux opposants à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire, très nombreux en Martinique. Et Jean-Luc Mélenchon est sur notre plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir madame. Avant de rentrer dans votre programme, vous le savez, le pass sanitaire est à l'origine d'une crise sociétale, sociale en Martinique. Vous voulez l'abroger si vous êtes élu. Est-ce que c'est une mesure qui est encore valable aujourd'hui, malgré les médecins, malgré l'appel au secours, malgré l'envolée des chiffres ? Oui, c'est-à-dire que le souci qu'on doit tous avoir, c'est de savoir ce qu'il y a de plus efficace. Ce n'est pas une affaire idéologique, ni même vraiment politique. Donc, moi, le constat que j'ai fait, c'est que le pass sanitaire était une illusion de protection. Pourquoi ? Parce que, personnellement, je suis vacciné. J'ai fait les 3 doses, d'accord ? Mais mes amis toubibs m'ont dit tout de suite, bon, t'es vacciné, mais c'est pas la fête. Tu peux être contaminé. Et tu peux contaminer les autres, donc tu dois garder ton masque, que je porte tout le temps, les gestes barrières, etc. Donc le pass sanitaire, ce que j'ai vu dans la dernière période, c'est que les gens, une fois qu'ils ont le pass sanitaire, c'est comme si, voyez, le problème était réglé. Ben, ça n'est pas le cas. Donc c'est ce qui m'a conduit à dire, mais stop avec cette illusion, nous sommes en train de nous mettre en danger. Alors après, il y a la question, le pass sanitaire était une manière, il faut dire les choses comme elles sont, de tordre un peu le bras à des gens pour les obliger à se vacciner. Or, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'il faut convaincre, pas contraindre. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas médecin. Justement, Jean Castex a dit aujourd'hui que le pass sanitaire évoluerait vers le pass vaccinal. Vous en pensez quoi ? Mais attendez, comment ils comptent faire ? On va à la Guadeloupe, on va en Martinique, une majorité des gens ne veulent pas se vacciner. La vaccination ne peut pas être obligatoire pour des raisons légales mondiales, qui fait qu'on ne peut pas rendre obligatoire un type de vaccin dans certaines circonstances. Pour le reste, vous avez des vaccins obligatoires. Vos enfants ont été vaccinés avant d'aller à l'école. Moi-même, j'ai encore la marque sur mon bras du BCG. Bon, mais c'était dans des conditions particulières. Alors,
le Premier ministre décide qu'il veut faire vacciner tout le monde, mais comment il va faire? Je pense que c'est pas raisonnable de prendre des mesures dont vous savez qu'elles sont inapplicables. À la fin, ça va donner encore de la violence, encore des histoires, alors que... Alors, Jean-Luc Mélenchon, on va quand même passer à votre programme, puisque oui, vous êtes là aussi pour ça ce soir. Vous dites vouloir bloquer les prix les produits de première nécessité. Oui, Ici, il y a eu une tentative en 2009, elle a échoué. Malheureusement, la cherté de la vie est toujours d'actualité. Alors certains dénoncent un manque de courage politique. Est-ce que vous êtes prêt à bousculer ce qui est déjà établi depuis des années? Bon, le blocage des prix, c'est une mesure d'urgence. Ça ne peut pas être une mesure pour 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Là, les prix sont en train de flamber dans des conditions telles que les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils avaient déjà beaucoup de difficultés. Il faut qu'un certain nombre d'élites arrivent à se rendre compte que quand les gens ont de plus en plus de mal à se nourrir, on a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Bon, quand vous ne pouvez plus vous nourrir, ou si pour vous nourrir ça vous coûte plus cher, donc vous n'allez plus vous chauffer, ou vous n'allez pas faire les cadeaux de Noël, ou que sais-je encore. Donc il faut déjà mettre des pare-feux. C'est pour ça que je propose le blocage des prix. Mais la solution, la vraie, durable, c'est celle qui, par exemple, vous conduirait ici en Martinique à être autonome sur le plan alimentaire. Pas raconter pas d'histoire. C'est tout à fait possible de le faire. Alors pour ça, il faut empêcher les productions à bas prix qui arrivent d'Europe et du continent, permettre à l'agriculture vivrière locale de se développer, et puis vivre avec votre environnement. Pas vivre avec du poisson importé de la Baltique. Mais vous ferez quoi de l'octroi de mer si cher à nos collectivités? Alors, je comprends que ça leur soit cher, c'est grâce à ça qu'ils ont des ressources. Mais vous vous rendez compte du système pervers que c'est. Plus on importe, plus ça rapporte de sous à la collectivité, qui elle ensuite est convoquée pour faire face à boucher les trous qui résulte du fait qu'il n'y a pas d'autonomie alimentaire, il n'y a pas d'autonomie énergétique, il n'y a pas d'autonomie sanitaire. Donc, pardon, au risque de vous surprendre, je vous dirais que c'est pas si compliqué que ça de s'attaquer au problème, à condition d'aller dans la direction inverse de celle dans laquelle on a été. Non, le libéralisme et les échanges, le libre-échangisme mondial n'est pas une solution, notamment pour les territoires insulaires. Restez avec nous, Jean-Luc Mélenchon. Nous avons d'autres questions à vous poser ce soir. C'est une vidéo sur Twitter qui n'a pas manqué d'intérêt. Ce matin, Christiane Taubira a dit envisager une candidature à la présidentielle. Elle a donné un rendez-vous aux Français, mi-janvier, pour officialiser ou non cette candidature. L'éruption de l'ex-garde des Sceaux dans cette campagne présidentielle fait réagir. Regardez. Christiane Taubira sort du silence. Bonjour à vous. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce matin, l'ancienne garde des Sceaux annonce qu'elle pourrait se porter candidate à l'élection présidentielle de 2022. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Une candidature potentielle, saluée par une partie de la gauche, convaincue de sa capacité à rassembler. Qu'elle s'exprime était attendue et là où elle était dans la réserve jusqu'à maintenant, aujourd'hui elle fait un grand pas en s'engageant aux côtés de cette démarche de primaire et elle amène avec elle toute sa force, toute sa conviction, la vision qu'elle porte. Et c'est aujourd'hui un formidable espoir qui renaît pour l'ensemble des militants de la gauche et de l'écologie, je l'espère. La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne dit pas autre chose lors de sa conférence de presse. Elle va même jusqu'à proposer un débat télévisé aux candidats de la gauche. Ce que Christiane Taubira a dit ce matin valide cette idée que pour se rassembler, pour se réunir de façon transparente devant nos concitoyennes et nos concitoyens, je ne vois pas d'autre façon de faire que de le faire à travers un vote organisé, un vote qui soit précédé par évidemment un certain nombre de débats. À l'inverse, le candidat écologiste Yannick Jadot ferme clairement la porte à la mise en place d'une primaire. Moi, j'en ai un peu assez de ces candidatures qui potentiellement s'ajoutent les unes aux autres. Pour combattre, on nous explique que pour combattre le trop grand nombre de candidatures, il faut plus de candidatures. Il faut oser la faire, celle-là. Il faut quand même oser la faire à 4 mois de l'élection présidentielle. À la fin de sa vidéo, Christiane Taubira donne rendez-vous aux autres candidats de la gauche et aux électeurs à la mi-janvier. Jean-Luc Mélenchon, avec autant de candidats à gauche, ça mérite bien une primaire? Non, parce que tout ça n'est pas sérieux. Je suis obligé de le dire au regret, parce qu'il y a là beaucoup de personnes que j'estime. 4 mois avant l'élection présidentielle,
on en serait à attendre que sorte du chapeau je ne sais quelle candidature magique qui, par sa seule présence, aussitôt rassemblerait. Bon, c'est pas sérieux. On ne rassemble pas sur des personnes, on rassemble sur un programme. Nous sommes au travail pendant 5 ans d'opposition au gouvernement de M. Macron, à affiner notre programme, à le discuter avec la société. On le présente, on le met en vente, on en parle, on fait campagne, on essaye de convaincre, sans cesse j'améliore, je complète ici et là, et tout d'un coup, je devrais m'entendre dire que non, je dois immédiatement disparaître parce qu'il y a une présence magique qui arrive. Ce n'est pas sérieux. Je le dis à tous mes amis de gauche. La gauche, l'ancienne gauche, la gauche traditionnelle, est en train de se couvrir de ridicule. Vous imaginez, Madame Taubira, que je respecte beaucoup, va déclarer peut-être, alors donc nous attendons tous, sa candidature à la mi-janvier. Nous serons à moins de 3 mois. Vous croyez qu'on se propose de gouverner un grand pays comme la France en n'ayant pas de programme 3 mois avant? Mais enfin, nous sommes en train... tous ces gens sont en train de nous couvrir de ridicule. Donc moi, je leur dis, écoutez, vous faites comme vous voulez, ça ne me concerne pas. Je développe mon programme, j'espère réunir une majorité dessus. Comme on le sait tous, le niveau d'accès au 2e tour est en train de baisser parce que Mme Pécresse grignote sur les positions de M. Macron, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un peu politicien. Donc j'estime que, pour l'instant, le mieux placé à gauche, c'est quand même moi. Ça mériterait au moins qu'on me dise... Qu'est-ce qu'il pense de mon programme? Alors justement, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est favorable à l'autonomie? Est-ce que pour vous, l'évolution institutionnelle passe par là aussi en Martinique? Mais c'est inéluctable. Qui connaît un peu l'histoire, qui connaît le mouvement des civilisations, c'est que, bien sûr, c'est l'autonomie qui est à l'ordre du jour. Mais ce qui est surprenant, à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'autrefois, les Martiniquais disaient « Ah, mais quand même, ça ne peut plus durer comme ça, on importe 80% de ce qu'on mange, c'est pas normal, etc. » Ben, figurez-vous que l'Hexagone, c'est pareil. Autrement dit, la question de l'autonomie qui est posée pour la Martinique se pose aussi pour le territoire de l'Hexagone. Que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour la santé, et ainsi de suite. Donc, il faut organiser ces choses parce que, comme me l'a très bien dit le président de votre collectivité, ou bien ça se fera parce qu'on s'est tous compris, qu'on s'est respecté, qu'on s'est travaillé ensemble, et que moi, qui suis du continent, je viens et je vous dis, bon alors, comment va-t-on faire notre France ensemble? Si vous me parlez d'autonomie, ce que je comprends parfaitement, quel genre d'institution vous voyez pour la France? Ça, c'est un intérêt commun. L'autonomie n'est pas une concession qu'on fait, un cadeau paternaliste qu'on ferait aux territoires insulaires et aux territoires éloignés. Leur intérêt correspond exactement à celui de l'Hexagone. On va parler discrimination, Jean-Luc Mélenchon. Restez avec nous. Un testing plutôt édifiant. C'est le tout premier du genre. En Outre-mer, il concerne les discriminations à l'embauche dans la restauration. Un Parisien aurait plus de chances d'être embauché au détriment d'un natif. Cette étude elle a été réalisée par l'Institut de recherche TEP, Travail, Emploi et Politique publique, avec le concours du CNRS. Alors qu'en disent les professionnels du secteur? Dossier signé Sophie Loneté, Eddy Belrose, Philippe Sens et Marc Balza. Dans ce restaurant bien connu du Carbet, on compte 22 salariés. Sur ces 22 employés, 4 viennent de l'extérieur de la Martinique. Il y a des gens de métropole qui sortent de la métropole pour venir travailler dans la restauration en Martinique. Donc je pense qu'en tant que Martiniquais, on peut trouver un poste dans la restauration. Vous connaissez beaucoup de métropolitains qui sont venus ici dans la restauration travailler? Oui, exactement. Il y a des compétences qu'on ne trouvait pas sur place. Et puis, nous, on ne va pas se voiler la face. On aime bien. On a eu des Espagnols, on a eu des gens d'origine différente, on a eu des Sud-Américains. On ne se passe pas les autres. On est vraiment insulaire, on est ouvert sur cette Caraïbe. Et on aimerait bien avoir un jour un chef saint-lucien ou dominicain. Là, on a recruté une barman qui a de vraies qualités de barman, qui n'avait jamais travaillé avec le rhum. Et aujourd'hui, tout ce qu'elle a appris à l'école, elle va le remodifier en y amenant du rhum. Donc, on a quelque part acheté son savoir et on va le reformater au goût de la Caraïbe. La barman, c'est elle. Emma Maisonneuve est arrivée il y a tout juste 3 semaines. Je travaille dans mon bar, je suis chef barmaid à l'Oubli, j'ai mon petit bar toute seule dehors. Et Guy est venu en vacances, donc on s'est rencontrés à mon bar. Et il m'a débauché et il m'a dit qu'il avait une place pour moi. Et du coup, dès que j'ai fini ma saison sur le bassin d'Arcachon, je lui ai envoyé un message et direct je suis venue ici, 1 mois après. Ces candidats de l'Hexagone seraient donc privilégiés par rapport aux candidats martiniquais, guadeloupéens ou encore réunionnais. C'est ce qu'a démontré l'étude publiée par l'Institut de recherche TEPP pour Travail, Emploi et Politique publique. Dans le document, il est écrit noir sur blanc que, dans les 4 territoires, le taux de réponse est toujours plus élevé pour le candidat métropolitain.
Résultat d'un testing de plus de 230 courriels envoyés en Martinique. Pour le coordinateur de l'étude, c'est sans appel. À Paris, l'ultramarin est pénalisé relativement aux Parisiens, mais en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, il est également pénalisé. À chaque fois, le candidat parisien a une prime à l'embauche. Il est préféré effectivement au candidat ultramarin avec une différence relative qui est de l'ordre de 30%, donc une différence effectivement d'une ampleur non négligeable. Un constat que l'Association des restaurateurs de Martinique explique sans pour autant approuver. Le fond de cette étude, ce qu'il en ressort, et ce sont des choses qu'on sait, c'est qu'un chef d'entreprise martiniquais, dans son inconscient, va toujours penser qu'un employé confirmé en métropolitain, sera plus consciencieux et plus professionnel dans son approche du travail. C'est quelque chose qui est dans l'inconscient, on va dire, du chef d'entreprise. C'est pas forcément une réalité, mais bon, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement et à laquelle on est confronté. De là à en dire que c'est une vraie discrimination et qu'il y a un vrai problème, je trouve ça excessif. À Pôle emploi, ce constat est difficile à avaler car des garde-fous existent. Légalement, une offre d'emploi ne peut pas faire apparaître de critères discriminants comme le sexe, l'âge, l'origine. Donc voilà, il y a un cadre légal qui est défini pour les offres qui sont diffusées par Pôle emploi et chaque conseiller entreprise va vérifier que l'offre qui est diffusée respecte bien ce cadre. Mais les syndicats, eux, voient plutôt cette étude comme une confirmation de ce qu'ils dénoncent depuis des années. On a vu aussi une dérive où les gens allaient recruter directement à Paris. C'est pour montrer que nous étions sur une complication. Et nous avons alerté aussi sur le fait que dans l'hôtellerie et les services de restauration et autres, on a vu que dans les restaurants du Sud, etc., on a vu qu'ils étaient peuplés de personnes de l'extérieur. Donc on s'interrogeait et on a alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics. Maintenant, l'idée majeure de ça, c'est que dans le rapport, on dit qu'on prend en compte cette situation. Nous allons bien voir quelles sont les solutions et les préconisations. Mais pour nous-mêmes, il est hors de question que cette dérive continue. Mais ce rapport ne fait pas que constater. Il donne également des solutions pour sortir de cette situation, comme ici à la page 21. Le financement d'emplois de locaux serait à envisager. Pour le président de l'exécutif de la CTM, ce n'est pas la bonne solution. C'est là l'occasion de mettre une discrimination positive, c'est-à-dire qu'on trie à diplôme équivalent, c'est le Martiniquais qui a la priorité, c'est le Guadeloupéen qui a la priorité. Il faut arrêter cette mascarade-là que nous avons, parce qu'en fait, on vit une double discrimination, une discrimination sur le territoire de l'Hexagone et Bocaï nous-mêmes. C'est là que ça devient dangereux. C'est là qu'il faut absolument réagir. Subventionner des gens pour embaucher des gens, c'est pas bien pour solution là. Mais financer ou juste inciter à embaucher des Martiniquais s'avère plutôt compliqué, car le fichage ethnique reste interdit en France. Jean-Luc Mélenchon, c'est la double peine donc pour le Martiniquais, comme disait le président de l'exécutif. Vous êtes d'accord ? Ah oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Serge Letchimy, mais je vais vous dire, enfin, c'est insupportable, ces formes de discrimination. Comme l'a dit un des patrons qu'on a entendu, c'est un préjugé qui est à l'œuvre. Parce que ce qui compte dans un emploi, c'est la qualification de l'employé. Ni sa couleur de peau, ni son adresse. Enfin, c'est invraisemblable. Donc, il faut que le patronat local, qui en plus a la possibilité d'accéder à la formation, au contenu des formations, respecte les gens qui sont diplômés sur ces conseils. Ici même, nous avons un lycée d'hôtellerie et de restauration. Les gens qui sortent sont en état de faire le métier correctement. Plus nous aurons de jeunes gens qui seront passés par cet enseignement professionnel, meilleur sera le niveau. Alors après, quand on arrive en métropole, alors c'est encore plus insupportable, parce que là, maintenant, l'adresse devient un sujet de discrimination. Parce que là, on vient d'évoquer les gens qui arrivent des Antilles. Mais alors, si vous arrivez des Antilles et que vous êtes domicilié en Seine-Saint-Denis, alors là, mon vieux, vous avez la coupe est pleine. Hein. Donc tous ces préjugés doivent être bannis. Vous cumulez les critères négatifs, vous cumulez les critères. Alors vous êtes sorti en tête du premier tour en Martinique en 2017 avec près de 28%, deuxième en Guadeloupe. Est-ce que vous avez évolué pendant les 5 dernières années vers d'autres idéologies, vers des doctrines différentes? Quels seront peut-être les arguments que vous allez défendre demain lors de votre meeting? Alors je suis un candidat un peu spécial, je ne viens pas faire de promesses, je viens dire aux gens ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai pris les 3 thèmes, je les ai un peu répétés, pardon d'y revenir.
souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté énergétique. Pour faire tout ça, il faut des centaines de gens au travail de plus qui n'y sont pas aujourd'hui. Il faut qu'on gouverne à partir des besoins, c'est ça que je vais leur dire. De quoi a-t-on besoin sur ce territoire? Je peux vous faire la liste, je ne vais pas saouler à cet instant les gens qui nous écoutent, mais c'est de ça dont on va parler. Maintenant, vous me demandez si mes positions ont évolué. Ben évidemment, parce que 5 ans de travail de parlementaire national dans l'opposition vous oblige à devenir beaucoup plus concret, beaucoup plus précis dans la polémique qui a lieu à l'Assemblée nationale, où on ne vous fait pas de cadeaux. Et c'est vrai que mon programme est devenu plus concret qu'il n'était auparavant, et sur certains aspects, toujours autant en rupture avec l'ordre économique dominant, ça c'est sûr, et je ne veux pas le cacher. Mais d'une manière qui me paraît, maintenant, je me dis, ah ben, il y a 5 ans, on n'était pas assez précis, et un peu idéologique sur certains sujets. Il faut être précis, parce que la France arrive dans un moment un petit peu compliqué. Et là, vous allez voir, avec cette histoire sanitaire par-dessus le marché, de vaccination obligatoire, je ne sais pas comment, tous nous avons la responsabilité de faire que notre pays vive pacifiquement, dans la raison, et le raisonnement. Donc, ni candidature aux présidentielles magique et miraculeuse, ni solution à l'emporte-pièce, ni surtout excès de passion qui nous empêcherait de gérer correctement notre futur. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.